Bonjour, bienvenue à la masterclass de l'InSquare dont le thème est comment faire un bon plan financier en vue d'une levée de fonds. Et donc en 5 étapes, je vais vous présenter une technique pour établir un plan financier qui vous permettra de faire un plan financier crédible pour les investisseurs afin de financer votre projet. Donc tout d'abord une petite présentation. Donc, je m'appelle Philippe Cailleux, je suis ingénieur commercial et j'ai fait toute ma carrière en gestion financière des PME et notamment pour Socran où là on s'occupe de l'accompagnement à la création de projets innovants d'une part et d'autre part nous sommes bureau de conseil aussi en gestion financière et commerciale. Pour illustrer un petit peu ce que l'on fait au niveau de Socran, ce sont des études de marché, des plans d'affaires et en 2015 nous avons levé 82 millions d'euros pour nos clients start-up, spin-off et PME en 2015. Donc, quels sont les objectifs pour démarrer d'un bon plan financier? Les objectifs pour le porteur du projet, c'est de créer un modèle financier qui va traduire en chiffres et en formules le business plan, le modèle économique de la société. Évidemment, je veux dire, l'intérêt de cet exercice-là, c'est de faire un modèle financier, c'est-à-dire un outil qui permet de faire des simulations. Pourquoi? Parce que le projet va évoluer et le premier plan financier va certainement montrer qu'il y a des éléments à prendre en compte pour que le modèle soit rentable. Donc les questions auxquelles le plan financier va permettre de répondre, c'est le projet est-il rentable? Est-ce qu'il peut être rentable à terme? On est parfois surpris du fait que certains plans financiers aboutissent à la conclusion que l'activité n'est pas rentable. Et s'il peut être rentable, à quelles conditions? Et quels sont les différents leviers sur lesquels on peut agir pour avoir un modèle rentable? Donc, question suivante, quels sont les besoins financiers du projet? Donc, quel est le montant dont je vais avoir besoin pour réaliser mon projet? Et à quel moment vais-je en avoir besoin? On a souvent des plans financiers avec différentes phases de financement. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé le besoin financier, comment vais-je le financer? Donc, il faudra déterminer les types de financement, quand ils arrivent, et à qui on va demander ces financements-là, et pour financer quel objet du projet. Et enfin, le dernier point, pour le porteur du projet, pour vous, ça va vous permettre, une fois que l'activité sera lancée, ça va vous permettre en fait de faire le suivi de votre projet, du monitoring, et de vous constituer un budget, notamment pour la première année. Très important pour le suivi par la suite. Pour les objectifs pour les investisseurs sont un peu différents. Ils vont évidemment regarder la même chose que vous, donc les équipes financières du projet. Donc ça, je reporte sur ce qu'on a dit par rapport au porteur du projet. Et ensuite, eux vont regarder d'autres éléments. Donc, eux vont financer qu'une partie du projet ou un élément du projet. Et donc, l'objectif du plan financier, c'est de se rendre compte, OK, que me demande-t-on de financer et pourquoi faire? Ensuite, quels sont les risques, je veux dire, que je vais avoir par rapport à ma participation au projet et quelles sont mes garanties et finalement, par rapport à ça, quel retour puis-je espérer si le projet fonctionne? Est-ce que je vais avoir des intérêts, des dividendes, une plus-value sur un exit et à quel horizon? Et autre point, élément, et c'est l'objet de la présentation, les investisseurs vont juger sur base du plan financier, de son réalisme, de son sérieux, la qualité de l'équipe. Donc le plan financier est un élément important de communication et de réassurance des investisseurs. Alors, vous allez voir, ces 5 étapes pour établir le plan financier, elles sont assez simples en elles-mêmes. Vous verrez, chaque fois, il y aura des illustrations chiffrées. C'est important, quand on parle de plan financier, de pouvoir fixer les choses avec des chiffres. Et il y aura aussi des points d'attention en rouge, des éléments auxquels vous devez être attentif. Donc, l'étape 1, c'est estimer les investissements nécessaires. Je passe ici rapidement vu les étapes, puisqu'on va les revoir en détail sur la suite. Ensuite, c'est modéliser les comptes d'exploitation, déterminer le besoin en fonds de roulement. Et quand on a réalisé ces 3 étapes-là, on a en fait le besoin financier, puisque c'est la somme des 3 premières étapes. Ensuite, on va envisager les financements nécessaires pour rencontrer ce besoin financier. Et l'étape 5, c'est de formaliser sur cette base-là les comptes de résultats, bilan et tableau de trésorerie, qui sont en fait des résultantes des autres éléments. Alors, estimer les investissements nécessaires. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un investissement? Parce que c'est l'étape la plus facile. Je pense que chacun, au niveau de son projet, va imaginer les éléments dont il aura besoin, les éléments, les développements à faire, les équipements à acheter, ce genre de choses. C'est la chose la plus facile à déterminer. Et donc, quelle est la définition d'investissement? C'est un bien dont la durée de vie économique est supérieure à 1 an. C'est-à-dire qu'on ne va pas le prendre en charge directement dans son compte de résultat, mais qu'on va l'amortir sur sa durée de vie économique.
Donc c'est clair que si j'achète un bâtiment, je vais l'amortir sur une durée de 25 à 30 ans. Si j'achète un PC, je vais peut-être l'amortir sur 3 ans. Donc la différence avec une charge classique, c'est que ce n'est pas consommable et donc il n'est pas pris en charge en totalité sur l'année, mais amorti sur sa durée de vie économique. Le montant qu'on va mettre en investissement, c'est le principal, plus les accessoires. Si on achète un terrain, il y aura des droits d'enregistrement. Il peut y avoir aussi des taxes liées aux investissements. Et alors, important pour les investissements, se poser la question, si je fais un investissement, est-ce que je n'ai pas droit à subside en capital? Est-ce que je n'ai pas droit à déduction fiscale vu que c'est un investissement? Et enfin, la catégorie dans laquelle on va placer l'investissement peut avoir un impact sur l'analyse du projet et sur le financement. On ne finance pas des investissements long terme comme on finance un besoin de fonds de roulement. Les différentes catégories, donc vous avez les frais d'établissement, qui sont les frais de constitution au démarrage de la société. Nous avons ensuite les immobilisations incorporelles. Donc ce sont les frais de développement, les marques, les brevets, licences, coûts logiciels. C'est en fait tout ce qui n'a pas une consistance matérielle. Donc c'est, je veux dire, tout ce qui est vraiment know-how, savoir-faire, licence, marque et autres. Nous avons les immobilisations corporelles où là on va retrouver les bâtiments, les voitures, le matériel de bureau. C'est beaucoup plus facile à appréhender, c'est vraiment tout ce qui est objet. Et enfin, on a les immobilisations financières qui sont les seules de ces immobilisations qui ne sont pas amortissables. Donc c'est tout ce qui est participation financière dans d'autres sociétés. Alors pour faire simple, on a créé un exemple de toute pièce, un cas d'application qui s'appelle Brouette Company, qui fabrique des brouettes en Belgique. Et donc ici, le modèle est assez simple, l'exemple est assez simple pour bien fixer les idées. Donc ici, il y a des frais d'établissement de 2500 € pour créer la société et du matériel d'exploitation pour fabriquer les boîtes, c'est coûte 100 000 €. Donc on a un budget d'investissement sur 2500 €. Donc vous voyez, c'est très simple, je vais dire, on a déjà notre budget d'investissement qui est réalisé et on a réalisé notre étape 1. Alors, l'étape 2. L'étape 2, c'est de modéliser le compte d'exploitation. Alors, l'étape et l'élément le plus important du plan financier, c'est la première ligne du compte d'exploitation. Donc ce sont les ventes. Et c'est aussi la plus difficile à déterminer. Donc au niveau des ventes, on a deux éléments déterminés. Quelles sont les quantités de produits que je vais vendre et à quel prix. Mais souvent, les modèles sont compliqués. Il n'y a pas seulement un produit et un segment de marché. Il peut y avoir plusieurs produits, plusieurs segments de marché. Et pour arriver à étayer, à bien établir de façon sérieuse son budget de vente, il est plus facile et conseillé de décomposer donc, ces hypothèses de vente par couple produit-marché. Donc ici, dans l'exemple du tableau, vous allez avoir produit à segment A, le produit qui va être vendu sur le segment 2, segment 3, etc. Donc ils sont des groupes de clients auxquels on va vendre les différents produits. Donc ici, au niveau des hypothèses de vente, on ne le conseille jamais assez, soyez très prudent au niveau des hypothèses, vérifiez la cohérence des hypothèses de vente, notamment par rapport aux moyens qui seront mis derrière, les moyens, les ressources commerciales qui seront mises pour développer ce chiffre. On voit trop souvent des plans financiers où les hypothèses de vente sont très élevées, mais derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de moyen derrière pour sous-tendre ces hypothèses de vente. Et quelque part, par rapport aussi aux tailles de marché, je veux dire, ce n'est pas cohérent. Donc là, il faut être très prudent. Pourquoi? Parce que si on surestime les hypothèses de vente, le problème, c'est que derrière, en termes de financement, le besoin financier sera mal calculé et donc on risque d'avoir des problèmes financiers assez rapidement. Le deuxième point dans le compte d'exploitation, c'est d'estimer les coûts variables directs. Les coûts variables directs, c'est très simple. Ce sont des coûts qui vont varier directement à la quantité, à l'unité vendue. Donc, quelque part, estimer un coût variable direct, c'est très simple. On prend la quantité de produits vendus et on multiplie par le coût direct unitaire. C'est souvent le cas pour les composants d'un produit, la sous-traitance. Donc, ici, dans l'exemple de Brouette Company, c'est très simple. En fait, on a, vous voyez en blanc, ce sont les quantités unitaires. Donc, on a 1000 brouettes vendues en Y en année 1. On a un prix de vente unitaire de 90 €. Donc, ce sont déjà certains prix puisqu'elles sont positionnées haut de gamme par rapport à une concurrence asiatique. Et on voit les différents coûts unitaires. Donc, en achat ou composant, on en a pour 30 €. En sous-traitance, 15 €, donc chaque fois par pièce. 5 € de services et biens divers et 4 € d'autres charges directes. Donc on voit que si on additionne les 30 plus 4 plus 5 plus 4, on a 54 € de prix de revient unitaire. Si on multiplie les 54 € de prix de revient par les quantités
vendus, donc les 1000 brouettes, on a 54 000 € de coûts variables directs. Donc notre marge, si je prends le chiffre d'affaires, 1000 brouettes fois 90 €, 90 000 €, moins mes coûts variables directs, 54 €, j'ai une marge au coût variable direct de 36 000 €, donc de 40%. Et on voit que ces coûts-là sont faciles à modéliser, puisqu'on va les faire varier en fonction des quantités. Maintenant, ça ne veut pas dire que les prix ne peuvent pas augmenter ou diminuer en fonction de l'évolution du marché, de l'évolution de la société et des prix, tout comme les coûts unitaires. Mais globalement, je veux dire, ces coûts-là sont relativement mécaniquement liés au chiffre d'affaires. Troisième catégorie qui va rentrer dans le compte d'exploitation, ce sont les coûts variables indirects. Donc, dans les coûts variables indirects, on va retrouver tous les coûts qui vont varier en fonction du chiffre d'affaires, mais pas d'un seul produit, je veux dire que l'on vend, mais de la globalité du chiffre d'affaires. C'est notamment le cas pour les assurances exploitation qui sont en fonction du chiffre d'affaires, pour des royalties, pour des frais de transport qui souvent ne sont pas individualisés. Et donc là, c'est facile pour les estimer. On va prendre le chiffre d'affaires total, on va regarder le pourcentage qui représente dans le chiffre d'affaires total. Quatrième catégorie dans le compte d'exploitation, ce sont les coûts fixes. Et là, ce sont des coûts qui, contrairement aux autres, ne varient pas proportionnellement au chiffre d'affaires, mais qui vont varier par palier. Donc, ce sont par essence, par exemple, des frais de personnel. Je veux dire, on ne peut pas variabiliser des frais de personnel, si dans une certaine mesure, avec de l'intérim et parfois du chômage économique, mais la plupart du temps, ce sont des frais qui vont varier par palier, par l'engagement du coût d'une personne supplémentaire. De même que certains services et biens divers qui ont plutôt la nature de frais généraux ou des frais commerciaux. Donc ici, attention, je veux dire, ce n'est pas parce qu'ils sont fixes qu'ils ne doivent pas augmenter. On voit parfois des plans financiers où effectivement on a 1 million d'euros de chiffre d'affaires la première année avec un certain pourcentage de coûts fixes. Après 5 ans, on en a 10. On a fait augmenter les coûts variables en proportion du chiffre d'affaires. Mais les coûts fixes, en fait, on les a juste indexés, mais on ne les a pas fait augmenter par palier. Donc là, on se retrouve avec des résultats fantastiques en année 5. On a oublié simplement de se poser la question, de voir pour faire ces 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, est-ce qu'on n'a pas besoin de ressources complémentaires, notamment au niveau commercial et autres. Et donc, une fois qu'on a estimé ces différents poids-là, on a tous les éléments pour calculer notre cash flow d'exploitation, ou EBITDA. Donc c'est simplement le chiffre d'affaires, moins les coûts variables directs, moins les coûts variables indirects, moins les frais fixes, hors amortissement. Et donc on a notre cash flow lié à l'exploitation, qui est le résultat de notre deuxième étape de création de notre plan financier. Donc le cash flow lié à l'EBITDA au cash flow d'exploitation ne comprend donc pas tout ce qui est charges et produits non décaissés, donc les amortissements. Ils sont en fait, comme on l'a vu à première étape, la répartition du prix de l'investissement d'un bien sur plusieurs années. Ils ne comprennent pas non plus les charges et produits liés au financement et trésorerie qu'on n'a pas encore estimé ici, donc parce que si j'ai des emprunts, j'aurai des intérêts qui viendront aussi dans mon compte de résultat. On n'en tient pas compte à cette étape-ci, ni de l'impôt sur le résultat, si j'ai un bénéfice en fin d'année. Dans l'exemple de Brouette Company, on a donc toute la première partie qu'on a déjà examinée ensemble, avec le chiffre d'affaires et puis la marge brute, quand on enlève les coûts variables directs. On a des coûts variables indirects qui sont des frais de transport estimés à 6% du chiffre d'affaires, donc on voit qu'on a une marge sur coûts variables directs de 34%. On a des coûts fixes de 12 000 € en services et biens divers et de 38 400 en personnel fixe. Et on voit que ces coûts sont indexés, sauf en année 4 où il y a un engagement d'une personne supplémentaire et une augmentation des services et biens divers suite à un passage de palier, et idem en année 5. Ici, j'en profite, même si ça n'a rien à voir avec l'établissement du plan financier, pour refaire un rappel sur le seuil de calcul du seuil de rentabilité ou break-even point. C'est en fait le chiffre d'affaires qui égalise l'équation chiffre d'affaires moins coût variable égale frais fixes. Dans notre exemple, vous voyez qu'on a des coûts fixes pour 77 000 €. Ici, j'ai rajouté les frais fixes non décomptés, les amortissements, et j'ai rajouté aussi les charges financières nettes qu'on estimera par la suite. Et donc, pour l'année 1, j'ai environ 80 000 € de coûts fixes. Et avec une marge sur coût variable de 34%, ça veut dire que je dois faire un chiffre d'affaires de 227 000 € pour arriver à équilibrer mes coûts. Cette notion de solde de rentabilité est importante. Savoir quel objectif de chiffre d'affaires je dois réaliser pour être à l'équilibre. Et donc ici, dans ce cas-ci, c'est 227 000 € les premières années, et ça correspond à la vente de 2524 brouettes. Attention seulement que le seuil de rentabilité, on le voit dans l'exemple notamment en année 4, si on augmente le palier des coûts fixes, on va augmenter aussi le seuil de rentabilité, ce qui est tout à fait logique, et plus la marge peut varier aussi, donc le seuil de rentabilité n'est pas immobile dans le temps. L'étape 3,
Donc, on a vu l'étape 1, ce sont tout ce qui est l'estimation des investissements. L'étape 2, la détermination du cash flow d'exploitation via la réalisation du compte d'exploitation. L'étape 3, c'est la détermination du besoin en fonds de roulement, qui est la dernière étape pour déterminer notre besoin financier. Alors, le besoin en fonds de roulement, je veux dire, ce qu'il y a derrière ce nom barbare, en fait, les besoins de financement qui sont nécessités pour le cycle d'exploitation de l'entreprise. Dans mon cas ici des brouettes, je vais commencer par acheter les composants, les différents composants pour réaliser ma brouette. Je vais les acheter, mais mes fournisseurs peuvent éventuellement m'octroyer un délai. Donc au début, c'est généralement des délais de paiement assez courts. Donc je vais par exemple avoir un délai de paiement de 20 jours. Ensuite, à partir de ces composants-là, je vais fabriquer mes brouettes et puis je vais stocker des produits finis. Et puis je vais commencer à les vendre à partir du moment où j'ai un stock disponible suffisant. Et à partir du moment où je fais ma facture, donc 60 jours après avoir acheté mes matières premières, je vais facturer à mes clients. Mes clients vont peut-être me vendre, me payer à 40 jours. Donc je vais avoir entre mon décaissement en J0 et mon encaissement en J100, pardon, mon décaissement en jour 20 puisque j'aurai le crédit fournisseur, et mon encaissement en jour 100, j'ai 80 jours de cycle d'exploitation que je vais devoir financer et donc qui va faire partie de mon besoin financier. Voilà. Et donc, comment calculer les différents éléments du besoin en fonds de roulement? En fait, une des méthodes pour calculer les éléments du besoin en fonds de roulement, c'est de partir des délais de rotation qu'on a sur base en fait, du compte de résultat. On a un compte de résultat qu'on a établi de façon prévisionnelle. À partir de ce compte de résultat et de délais de rotation, de délais de stock, de paiement, etc., on va pouvoir estimer le montant des différents postes à financer. Donc je prends par exemple le stock des matières premières. Je vais considérer que je vais acheter mes matières premières. Je vais diviser ça par mes achats sur un an, donc. Je vais diviser ça par 365 jours. Et si j'ai besoin, par exemple, de 30 jours de stock de matières premières, je vais multiplier cela par 30 et j'aurai un poste de stock à financer qui sera là en permanence. Même chose pour les produits finis, sauf que là, comme ce sont des produits finis, je vais me baser sur les ventes. Au niveau des encours, c'est la même chose que pour les stocks de produits finis. Les créances commerciales, c'est de nouveau la même chose. Je vais partir des ventes, je divise par 365, je multiplie par le délai de paiement moyen de mes clients, par exemple 60 jours. Mais là, j'ai une petite formule pour tenir compte de la TVA s'il y en a. Si je vends en Belgique, j'aurai 21% de TVA qui vont rentrer dans mon créance commerciale. Et donc, je vais devoir préfinancer cette TVA. Donc, je l'intègre dans le calcul du montant des créances commerciales. Même chose pour les dettes commerciales, sauf que là, je vais partir des achats. Et enfin, au niveau des dettes salariales, généralement, on les estime plus ou moins 2 mois de salaire. Ça correspond au délai de paiement qu'on a par rapport au salaire, mais surtout par rapport aux charges sociales, ONSS, précompte, provision pécule de vacances qu'on ne paye que l'année suivante, etc. Donc, on a environ 2 mois de salaire en dette, donc qui constitue un moyen de financement pour l'entreprise d'une certaine manière. Alors, il faut savoir que le besoin en fonds de roulement peut être positif ou négatif, c'est-à-dire que je peux avoir des clients qui me payent au comptant, dans tout ce qui est modèle Internet, e-commerce. Le client va me payer directement lors de ma commande, ma carte va être débitée directement, et donc on peut avoir des sociétés qui ont des besoins en fonds de roulement négatifs, donc il faut avoir un financement complémentaire du fait de leur cycle d'exploitation. Donc dans le cas de Brouette Company ici, on a effectivement les stocks. Vous voyez, on a 12 000 € de stock la première année, des créances commerciales pour 21 000 €. Donc c'est ce que mes clients me doivent au 31/12 de l'année. Ils me doivent 21 000 € en plus des 12 000 que j'ai en stock en permanence. Donc j'ai un besoin financier de 34 000 €. Pour le financer, je dois à mes fournisseurs 9 000 € et j'ai des dettes fiscales salariales et sociales liées à mon personnel de 6 000 €. Donc mon besoin en fonds de roulement est de 18 000 €. Et vous voyez qu'avec la croissance de la société, mon besoin en fonds de roulement augmente. Et le tout, toujours, est de garder dans une proportion, je vais dire, raisonnable par rapport à mon chiffre d'affaires. Et donc, en ayant passé en revue les 3 étapes, les investissements, le compte d'exploitation et le besoin en fonds de roulement, j'ai déterminé mon besoin financier total qui correspond à quoi? Il correspond aux investissements auxquels on rajoute le cash drain d'exploitation de démarrage, donc les pertes de démarrage. Maintenant, si je fais directement des cash flows positifs au démarrage, tant mieux, ça vient en moins en déduction de mes besoins financiers. Et je rajoute ma variation de besoin en fonds de roulement. Si de nouveau j'ai un besoin en fonds de roulement négatif, donc si quelque part mes clients me payent comptant, je n'ai pas de stock, etc., de nouveau ça vient en moins du besoin financier total. Donc j'ai donc déterminé mon besoin financier total.
voici au niveau de l'exemple de boîte compagnie la composition, le détail du besoin financier de la société. Donc vous voyez qu'on a notre cash flow d'exploitation qui est négatif au démarrage de 19 800 euros. Et puis il devient positif sur les autres années. Il faut tenir compte aussi de l'impôt, je veux dire qu'on devra décaisser quand on aura suffisamment de bénéfices et qu'on aura apuré toutes les pertes antérieures. On a les variations de besoins en fonds de roulement. Donc ici, on voit que les montants négatifs, ce sont des besoins. Donc je dois financer mon stock, je dois financer mes créances commerciales. Et donc au bout du compte, j'ai un cash flow lié aux besoins en fonds de roulement de moins 19 000 euros. Et puis j'ai mes investissements qui sont de 102 500 euros. Et donc mon besoin financier total, c'est mes 19 800 euros, moins mes 18 855 euros, moins mes 102 500 euros. J'ai donc un besoin financier de 141 000 euros au démarrage pour la première année. Et puis pour la deuxième année, j'ai 12 000 euros de besoins financiers. Donc au total, sur 2 années, j'ai un peu plus de 150 000 euros à financer pour que je vais devoir retrouver du financement à l'extérieur. Attention, ici, ce sont sous forme de tableaux de financement, donc ce sont dus à des variations et pas des montants absolus, la différence entre 2 années. Attention aussi au niveau de l'estimation du besoin financier, on peut avoir des creux de trésorerie pendant l'année. Et d'ailleurs, quand on démarre, à un moment donné, je veux dire, on creuse évidemment, on puise dans la trésorerie le temps de lancer l'activité et d'atteindre son break-even. Et en termes de break-even, donc on va être à un moment donné en dessous de la courbe et on va commencer à remonter quand on aura dépassé le break-even en termes de cash flow. Et donc le creux de trésorerie ne va pas nécessairement tomber au 31/12 d'une année, mais il peut tomber pendant l'année. Donc c'est important d'avoir une trésorerie mensuelle pour avoir le creux de trésorerie maximum. Voilà. Donc ici on a déterminé notre besoin financier. On a vu plus ou moins 150 000 euros dans notre exemple. Maintenant, comment peut-on le financer? Alors, un montage financier, c'est quoi? C'est la recherche d'un mix de moyens financiers qui va permettre de rencontrer ce besoin financier estimé. Et pour déterminer ce mix de moyens financiers, on va tenir compte de différents éléments, et notamment de la composition des besoins financiers qu'on vient de réaliser juste avant. Donc, quels sont les investissements financiers, quel est le besoin fonds de roulement financier, quel est le cash drain financier. Et aussi, je veux dire, il y a la composition du besoin financier, en termes de montant et de répartition, mais aussi les temporalités. Quand, je veux dire, quand les différents besoins de trésorerie vont-ils arriver, et aussi quelles sont les garanties que je peux donner. C'est clair que financer un bâtiment par une banque donnera plus de garanties que de financer de la corporelle, un brevet, une licence ou un goodwill. Et on va aussi prévoir plus de moyens financiers, plus de réserves, plus de marge de sécurité si les hypothèses ne sont pas clairement établies ou s'il y a de grands degrés d'incertitude au niveau des hypothèses. On va réfléchir au niveau du montage financier à maximiser l'effet de levier, c'est-à-dire essayer de minimiser l'apport aux fonds propres des fondateurs tout en gardant des équipes financières correctes, une solvabilité correcte de la société pour permettre de garder un maximum aussi de part d'intérêt dans le projet, évidemment, dans son projet de développement. Et on va aussi tenir compte dans le montage financier de tout ce qui existe comme outil financier, privé et public, pour faciliter ce montage-là et maximiser l'effet de levier. Mais dans ce stade-ci, au niveau du plan financier, c'est important de ne pas tenter de minimiser le besoin financier justement pour ne pas être dilué. C'est un réflexe qu'on est porteur parfois en disant maintenant je n'ai pas besoin d'autant, parce que si je demande autant à l'extérieur, notamment en capital, ça veut dire que ma part dans le projet va diminuer. C'est une erreur de faire cela parce qu'à la limite on va sous-estimer le besoin financier, on va se retrouver à un moment donné trop court par rapport au financement prévu, et là on sera en très mauvaise posture pour demander des financements complémentaires à de bonnes conditions. Donc toujours bien estimer de façon réaliste le besoin financier. Alors quels sont les financements que l'on peut prévoir? Il y a tout d'abord le capital évidemment, qui peut être en numéraire ou en nature, l'apport d'un investissement. Les différents subsides à l'investissement ou d'exploitation, donc à l'investissement qui seront liés à un investissement et qui seront donc en résultat au fur et à mesure de l'amortissement de l'investissement, ou d'exploitation qui sont pris en résultat au moment de la charge. Et alors les emprunts qui peuvent être différents suivant leur modalité de remboursement, de prélèvement, de garantie et autres. On ne va pas rentrer ici dans les détails de tous les types d'emprunts possibles. Ce qui est important de prévoir, c'est à partir du moment où on prévoit les emprunts dans le plan financier, ils vont avoir un impact en termes de charges financières et en termes de trésorerie, ils vont avoir un impact au niveau du remboursement du principal du prêt.
Dans notre exemple, nous voyons qu'on a un besoin de 141 000 € la première année et 12 000 € la deuxième année. Comment va-t-on financer dans ce cas-ci? Par exemple, on voit qu'il y a un apport de capital à risque de 130 000 €. Il y a des nouveaux emprunts long terme de 100 000 € pour financer l'investissement en matériel notamment. On voit que la charge en capital de cet emprunt de 100 000 € va s'étaler sur 4 ans dans ce cas-ci. On rembourse plus ou moins 25 000 € par an de cet emprunt. Donc il faut bien prévoir évidemment le remboursement de l'emprunt qu'on a prévu. Et on voit également qu'on a un emprunt court terme de 25 000 € pour financer le besoin en fonds de roulement en année 3. La société a déjà quelques résultats. Elle commence à équilibrer son compte d'exploitation. Elle a un chiffre d'affaires généralement conséquent, donc elle demande un straight loan à une banque pour financer son besoin en fonds de roulement. Et ensuite, dans la ligne financement, on voit aussi les charges d'intérêt sur l'emprunt qui vont venir évidemment en déduction de ces financements. Et donc on voit qu'en première année, on a 204 000 € de cash flow liés au financement qui vont permettre de rencontrer ces 141 000 € et d'avoir une réserve de 63 000 € pour les années suivantes, et ainsi de suite. Et on voit le cash flow de trésorerie qui se réalise d'année en année, et on voit que notre trésorerie nette n'est jamais négative. Donc, la dernière étape, une fois qu'on a prévu les différents financement, c'est de formaliser les états financiers que l'on connaît, qui sont les états financiers, on va dire, officiels. Donc il y a d'abord le bilan prévisionnel, et qui, ici, je vais dire, n'est qu'une résultante des 4 étapes précédentes. Pourquoi? Parce que voilà, bilan simplifié. Donc un bilan, c'est quoi? C'est une photo vraiment déterminée de la situation de l'entreprise. À l'actif, vous avez tous les emplois qui sont réalisés par l'entreprise, donc toutes les utilisations de fonds sont à l'actif, et au passif, tous les moyens de financement de ces emplois. Et quelles sont les principales rubriques de ce bilan? Nous avons les investissements qui ont été réalisés et qui vont progressivement diminuer au fur et à mesure des amortissements. Et donc ça, les investissements, on les a déjà estimés dans l'étape 1 de la réalisation du plan financier, et donc on a déjà le montant. Ensuite, on a tout ce qui est besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, ce sont les éléments en orange ici. Vous voyez les stocks, les créances commerciales, les clients, les autres créances, les fournisseurs, les dettes fiscales, salariales, sociales et les autres dettes. Ça, on les aura estimés au moment donné, à l'étape 3, quand on a estimé le besoin en fonds de roulement. Donc tous ces éléments-là sont déjà estimés également. Ensuite, on a en bleu le résultat reporté. Le résultat reporté, on l'a estimé quand on a réalisé le compte d'exploitation. Et donc, il va se reporter ici, dans le bilan, dans les fonds propres, au fur et à mesure qu'on va réaliser des résultats, des pertes ou des bénéfices. Ils vont impacter évidemment les fonds propres de la société et donc son bilan. Et enfin, il y a les éléments liés au financement, donc quel est le capital qu'on apporte, donc les éléments jaunes ici dans le tableau, et quelles sont les dettes financières prévues à long terme et à court terme. Et donc, on voit en résultante, on a la trésorerie. Oui, la trésorerie, ce sera la différence entre les deux, entre les emplois et les financements. Donc, en synthèse, le bilan ici, ça va se calculer automatiquement à partir de des étapes précédentes, et on va avoir une photo du patrimoine de l'entreprise et de ses dettes au 31/12 de chaque année. Sa société clôture au 31/12. Et ce bilan permet quoi? Il permet de donner l'inventaire, donc actif-passif, mais aussi de faire des calculs de solvabilité et de liquidité. Les calculs de solvabilité sont particulièrement importants pour le plan financier, puisque vous allez voir que le capital et les résultats reportés, donc en jaune et bleu, constituent les fonds propres de la société. Et il faut que ces fonds propres-là aient un montant suffisant par rapport au total du passif, donc par rapport au total des ressources de l'entreprise. Donc les fonds propres doivent avoir un certain niveau, ou sinon la société n'est pas stable financièrement. Alors, une autre résultante des 5 étapes, des 4 étapes, c'est le compte de résultat simplifié. Donc le compte de résultat de l'entreprise, ou PNL, est quelque part aussi une résultante. C'est-à-dire qu'on va récupérer de notre compte d'exploitation, en bleu, tous les éléments de vente, d'achat et de sous-traitance, services et biens divers, personnel, haute charge d'exploitation. On a vu qu'ici, on les a dans le compte d'exploitation, c'est réparti en coûts variables, directs, indirects, en frais fixes. Ici, on les a reclassés par nature, mais grosso modo, ils sont déjà estimés dans la partie compte d'exploitation, dans l'étape 2 de l'élaboration du plan financier. Vont se rajouter dans le compte de résultat les amortissements, qui sont eux liés aux investissements, donc c'est l'étape 1. Et donc notre résultat d'exploitation est déjà établi. Les charges financières proviennent des financements qu'on a prévus et des crédits prévus.
Et donc, on a notre résultat courant établi. Il peut y avoir des produits financiers à rajouter au-delà de ces 4 étapes si on a des placements de trésorerie supplémentaires. Par exemple, si on reçoit des dividendes, des choses qui ne seront pas très courantes, en tout cas dans les startups. Même chose qu'exceptionnelle. Et l'impôt, s'il y a des bénéfices à un moment donné, il faut effectivement prévoir un impôt sur le résultat avant impôt. Je veux dire, là, il y a des taux d'impôt en Belgique qui sont connus, donc c'est facile à estimer. Et donc, nous avons là-bas, je veux dire, notre compte de résultat qui est établi. Alors, le compte de résultat, ça sert à quoi? Il donne en fait, contrairement au bilan qui est une photo à un moment donné, ça donne le film des activités pendant 1 an. Et le résultat net qui sera dégagé sera affecté dans mon bilan au 31/12 de l'année, soit en dividende, soit il va rentrer dans les fonds propres qu'on a vu dans l'étape précédente avec le bilan. Et donc, ce compte de résultat permet non seulement de voir le résultat qui sera affecté dans les fonds propres, mais il permet aussi de voir la rentabilité de la société. Si on compare le résultat net par rapport aux fonds propres de la société, on voit sa rentabilité. Alors, dernier résultat, c'est le tableau de trésorerie. Il est composé de 3 parties. Il y a tout ce qui est encaissement, décaissement lié à l'exploitation de la société. Il y a tout le paiement des investissements, donc notre étape 1, et tout ce qui est l'encaissement et décaissement lié au financement. Donc, si on reprend l'exemple, ici le tableau est petit, mais si on reprend l'exemple, en fait ce sont des flux de trésorerie mensuels où on a le plus et les moins. Voilà, on voit par exemple que les créances commerciales, on les encaisse au -3 puisqu'on a un délai de paiement de 60 jours et on va encaisser, TVA compris, 8 712 €. Et de même pour chaque poste, donc décomposé en cash flow opérationnel, donc lié à l'exploitation de la société, cash flow lié aux investissements, plus les cash flows liés au financement, donc ce qui est les apports de financement, plus le service des crédits, donc le remboursement en capital et en prêt. Et ça permet de voir quel sera mon creux de trésorerie pendant l'année. Donc voilà, nous avons fait le tour des 5 étapes qui vous permettent d'avoir un plan financier établi sur des bases sérieuses. Donc maintenant, voilà, je veux dire, vous pensiez effectivement au bout, vous êtes arrivé au bout des étapes à avoir fini. Eh bien non, parce qu'en fait, par rapport à tout ça, c'est un circuit, c'est un cycle. Dès que l'on change quelque chose à un endroit, évidemment, ça va changer l'ensemble du plan. C'est pour ça que c'est important d'établir un modèle où les formules sont liées, de façon à pouvoir faire des simulations. Et si on change par exemple une partie de crédit, si on remet plus de capital et moins de crédit, ça va impacter le compte de résultat puisqu'on aura plus de charges d'intérêt. Et donc ça va changer l'ensemble des éléments. Donc l'élaboration d'un plan financier est un cycle continu où on va optimiser les différents éléments qui auront toujours un impact les uns sur les autres. Et voilà, donc bon travail, bon établissement de votre plan financier. Nous sommes à votre disposition au niveau de Site Socran pour vous aider si vous avez besoin de notre aide.